Ma famille m'a dit que nous ne partirions pas en vacances cette année. L'argent est serré. Je les ai crus jusqu'à ce que ma carte de crédit soit débitée pour l'affrètement d'un yacht pour 12 personnes, des dîners au coucher du soleil et des suppléments de spa de luxe. Je ne les ai pas confrontés, j'ai juste cliqué sur contester tout, gelé la cagnotte de voyage partagée. Au port, on leur a dit qu'aucun paiement ne signifiait pas d'embarquement. Ma sœur m'a envoyé un SMS, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai simplement répondu, « Corriger une erreur de facturation. » Mon père est devenu fou, et le lendemain, lorsque ma mère nous a tous réunis au début du mois de juin et a dit « Nous ne partons pas en vacances cette année, nous sommes fauchés », je ne l'ai pas remis en question. J'ai acquiescé, accepté, et discrètement décidé que je garderais les 6 500 $ que j'avais économisés pour un voyage en famille sur mon compte à haut rendement pour une autre fois. Je n'étais ni en colère, ni déçu. J'ai juste pensé, d'accord, année difficile. L'inflation a été brutale, l'essence est chère et les heures de mon père ont été réduites au printemps. Je savais que les choses étaient tendues, alors j'ai proposé de payer les factures de services publics pour l'été juste pour aider. Personne ne m'a remercié, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, c'était toujours comme ça. Puis, jeudi dernier, j'ai reçu 3 alertes consécutives de ma société de carte de crédit. La première, j'ai pensé que c'était une erreur, 3 800 $ à un service de location de yacht de luxe à San Diego. La deuxième était de 950 $ pour une croisière avec dîner au coucher du soleil, et la troisième, étrangement spécifique, était de 1 200 $ pour un spa pour des soins thérapeutiques de luxe et un brunch au champagne. Tous les frais provenaient du même compte de voyage commun que nous avions créé il y a des années, où j'étais le seul à avoir jamais déposé de l'argent, le compte que papa utilisait uniquement pour les urgences, n'est-ce pas? J'ai regardé mon téléphone pendant peut-être 30 secondes, puis j'ai cliqué sur « Contester tout », me suis connecté à ma banque, et gelé le compte et ai tout signalé au service de fraude. Ce soir-là, ils étaient censés monter à bord d'un yacht pour 12 personnes, avec un dîner complet, des boissons, le tout, un paradis flottant de 4 jours. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste attendu. J'ai eu de leurs nouvelles environ 1 heure plus tard. Le personnel de la marina les avait refusés. Ma sœur, Megan, m'a envoyé un SMS en majuscule, « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai répondu, « J'ai corrigé une erreur dans la facture. » Cela a tout déclenché. Je n'ai même pas eu le temps de poser mon téléphone avant qu'il ne commence à exploser, des messages vocaux de ma mère criant sur la façon dont je les avais humiliés devant la famille de l'ami de son église, mon père criant dans le récepteur en me traitant d'ingrat, d'égoïste, de traître. Mon autre sœur, Maddy, a juste envoyé une ligne, « J'espère que tu es fier. » Ils étaient furieux, j'étais calme. Le lendemain matin, papa s'est présenté à la porte de mon appartement, sans appel, sans SMS, a juste frappé dessus jusqu'à ce que j'ouvre. Il s'est tenu là, tremblant, rouge de colère, n'a même pas attendu d'entrer avant de décharger. « Tu nous as ruinés », a-t-il dit, « tu as embarrassé cette famille. Tu n'as aucune idée des dégâts que tu as causés. » Je l'ai laissé continuer. Quand il a finalement manqué de mots, je lui ai dit la vérité, cet argent, c'était pour moi. Je l'économisais depuis 4 ans, ce compte commun que j'avais maintenu actif uniquement pour quand nous voyagions ensemble, pas pour que mes parents fassent du yachting tout en prétendant qu'ils ne pouvaient pas se permettre un motel de plage. Et le pire? Je les aurais aidés, honnêtement, s'ils avaient juste demandé. Au lieu de cela, ils ont menti, volé, me manipulant en me faisant croire que nous étions fauchés tout en dépensant secrètement tout dans mon dos, tout cela parce qu'ils supposaient que je ne le découvrirais jamais. Mais je l'ai découvert, et je n'allais plus être cet Alex silencieux et obéissant. Ils ne le savaient pas encore, mais ce n'était que le début. 2 jours se sont écoulés sans un mot de leur part, pas de SMS, pas d'appel. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais je savais que ce n'était pas le silence, ce n'était jamais leur style. Au début, j'ai pensé qu'ils avaient peut-être honte, qu'ils avaient peut-être réalisé jusqu'où ils étaient allés cette fois, mais je leur ai accordé trop de crédit. Le 3e matin, je me suis réveillé avec un coup à la porte. Je n'ai pas répondu, je savais déjà qui c'était. Mon appartement a une caméra dans le Judas, et bien sûr, papa se tenait là avec sa vieille casquette de pêche, les bras croisés, le visage tendu. Il n'est pas parti. Il a frappé encore et encore. Je l'ai regardé à travers le Judas pendant près de 5 minutes, puis je me suis éloigné. Je suis retourné me coucher. Il a finalement abandonné 1 heure plus tard. Les appels ont commencé, d'abord de Megan, puis de Maddy, puis de maman. Quand je n'ai pas décroché, les messages vocaux ont commencé à s'accumuler.
Cet après-midi-là, papa a finalement envoyé un SMS, « Tu es un lâche. Tu nous as humiliés devant des gens qui nous connaissent depuis des décennies. Tu as ruiné un souvenir que ta mère a travaillé dur pour planifier. Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Tu ferais mieux de réparer ça. » Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps, j'ai ouvert le compte de voyage commun et j'ai imprimé toutes les transactions effectuées au cours de la dernière année, pas seulement le yacht et le spa, mais des dizaines de frais que je n'avais jamais remarqués. Des dépôts Airbnb, des additions de restaurants, des virées shopping, des choses dont ils ne m'ont jamais parlé, des choses qu'ils ont payées avec mon argent. Ils n'étaient pas devenus fauchés, ils dépensaient mes économies dans mon dos et me regardaient toujours dans les yeux et me disaient qu'il n'y aurait pas de vacances cette année parce que les temps sont durs. J'aurais dû me sentir en colère, mais ce n'était pas de la colère, plus maintenant. C'était froid, comme si tout s'était finalement mis en place. J'avais donné trop de secondes chances, laissé passer trop de choses. Alors, j'ai appelé la banque. Je leur ai dit la vérité, que je n'avais jamais autorisé aucun de ces frais, que le compte avait été mal utilisé. Ils ont tout signalé, gelé, lancé une enquête. Je leur ai donné la pleine permission de consulter les relevés téléphoniques, de vérifier les adresses IP, tout ce dont ils avaient besoin. Ensuite, je me suis connecté au compte où je payais les services publics mensuels de la famille, $487 pour l'électricité, $188 pour l'eau, $200 pour Internet, chaque mois pendant les 2 dernières années. J'ai tout désactivé. Au moment où les paiements ont été annulés, le barrage a cédé. Maman a appelé. Quand je n'ai pas répondu, elle a envoyé 5 messages vocaux. J'ai écouté les 2 premiers. Elle criait, disait que l'électricité avait été coupée en pleine douche, qu'ils étaient humiliés et assis dans le noir, que c'était puéril et méchant et exactement le genre de choses qui faisaient que les gens coupaient les ponts avec leurs enfants. Elle a laissé cette dernière partie comme une menace, mais c'était risible, je payais leurs factures depuis que j'avais 22 ans, j'en ai 28 maintenant. Megan a envoyé une capture d'écran d'un transfert Venmo refusé et l'a légendé, « Alors, c'est ça, qui tu es maintenant ?» Maddy a enchaîné 1 heure plus tard avec, « Tu penses que ça te rend fort ?» Ce n'est pas le cas. Ça prouve juste qu'on avait raison de ne pas te faire confiance. Celui-là m'a fait faire une pause. Ne pas me faire confiance? Ils m'ont volé, m'ont menti au visage, et maintenant c'était moi le traître. Cette nuit-là, papa a rappelé. J'ai décroché. Il s'est lancé directement, m'a dit que j'étais une honte, que j'agissais comme un étranger, que je jouais avec des choses que je ne comprenais pas, que je les avais ruinées. Il a dit que je l'avais embarrassé en tant que père, que toute la famille me regardait différemment maintenant, que je faisais toute une scène sans raison, tout cela parce que je ne pouvais pas supporter d'être exclu d'un seul voyage. C'est là que j'ai perdu patience. Je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas d'être exclu, il s'agissait d'être dupé, utilisé et traité comme un distributeur automatique. Je lui ai dit qu'ils auraient pu demander de l'aide, mais au lieu de cela, ils m'ont volé, et pas seulement récemment, pendant des années. Il n'a pas nié, a juste dit, « Tu vas regretter de nous avoir fait ça. » Je lui ai dit calmement, « Non, vous allez regretter de m'avoir fait ça, parce que ça ne se reproduira plus jamais. » J'ai raccroché. J'ai éteint mon téléphone. Je suis allé me coucher, et pour la première fois depuis très longtemps, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. Mais j'avais le sentiment que ce n'était pas fini, et j'avais raison. Il ne leur a pas fallu longtemps pour passer de la rage à la stratégie. Ils faisaient toujours ça, exploser d'abord, puis se regrouper et essayer de se manipuler pour revenir en arrière. Sauf que cette fois, les enjeux étaient différents. Je n'étais pas seulement le fils qui s'éloignait, j'étais celui qui emportait l'argent avec lui. 3 jours après que je les ai coupés, Megan a posté une photo d'elle sur Instagram devant une station-service avec la légende « Voilà ce qui arrive quand la famille vous trahit ». Maddy a commenté « Ce sont toujours les calmes qui vous poignardent dans le dos ». Je ne les suivais même plus, un ami m'a envoyé la capture d'écran. Ils étaient devenus publics maintenant, racontant l'histoire, se présentant comme des victimes. J'étais le méchant, le frère jaloux qui s'en prenait à sa propre chair et à son propre sang. Ensuite, les appels téléphoniques de la famille élargie ont commencé, ma tante de Houston, un cousin dont je n'avais pas entendu parler depuis 2 ans, tous soudainement profondément concernés. J'ai entendu dire que tu as coupé les ponts avec tes parents? Est-ce que tout va bien? Pourquoi annulerais-tu un voyage qu'ils planifient depuis des mois? Ta mère ne va pas bien, Alex. Peut-être devrais-tu l'appeler.
C'est là qu'il est devenu clair qu'il n'était pas seulement en colère, il voulait me faire payer. J'ai découvert plus tard grâce à quelqu'un qui leur parle encore qu'ils avaient appelé autour d'eux, essayant de trouver des moyens d'accéder légalement aux fonds restants sur le compte commun, mais il était déjà bloqué. La banque l'avait signalé pour enquête, et personne ne pouvait s'en approcher sans une citation à comparaître. Je suis resté silencieux, je n'ai pas répondu aux messages, je n'ai répondu à aucun des appels de la famille, je ne me suis pas défendu, j'ai juste regardé. Puis quelque chose d'étrange s'est produit. Un matin, j'ai reçu un courriel de mon bureau de location. C'était une demande de vérification de revenus de mes parents. Apparemment, quelqu'un avait appelé en se faisant passer pour moi et avait demandé des copies de mes dossiers de loyer et d'emploi pour des raisons fiscales. Le bureau l'a signalé et m'a demandé de confirmer. J'en avais fini de jouer les gentils. J'ai de nouveau appelé ma banque et j'ai étendu le rapport de fraude pour inclure une possible usurpation d'identité. J'ai changé tous mes mots de passe, verrouillé mon crédit et commencé à tout documenter. La prochaine fois que papa a appelé, je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Je me souviens encore de la première phrase, « Je ne sais pas qui tu penses être maintenant, mais nous n'allons pas te laisser détruire cette famille. » C'était ironique. Il m'avait volé, m'avait calomnié et avait essayé d'accéder à mes dossiers privés, et c'était moi qui détruisais la famille. J'ai décidé de les rencontrer une fois, pas pour faire la paix, juste pour voir à quel point ils étaient tombés dans cette version de la réalité qu'ils avaient construite. Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à mi-chemin entre nos maisons. Quand je suis entré, papa était déjà assis, Megan et Maddie étaient là aussi. Maman est entrée en dernier, comme si elle entrait dans une salle d'audience. Ils ont commencé doucement, on dit qu'ils étaient inquiets, on dit qu'ils voulaient juste parler. Puis Megan a dit, « Nous faisons tous des erreurs, Alex. Tu aurais pu gérer ça différemment. » Je lui ai demandé, « Quelle erreur ai-je commise exactement ?» Personne n'a répondu. Maman a finalement dit, « Tu n'avais pas besoin de tout couper. » C'était cruel. Je me suis adossé et leur ai dit que j'en avais fini d'être le guichet automatique de la famille, que la ligne avait été franchie au moment où ils avaient utilisé mon argent et menti à ce sujet, qu'il ne s'agissait pas du yacht, du spa ou du dîner, il s'agissait des années à prendre et à ne jamais demander si j'allais bien. L'expression de papa a changé, puis il a laissé tomber l'acte de calme, a dit que j'agissais comme un roi punissant ses paysans, a dit que j'étais devenu arrogant, que je n'avais pas été élevé pour être comme ça. Je lui ai dit, « Tu as raison, je n'ai pas été élevé, j'ai été utilisé. » Il s'est levé et est sorti. Megan a suivi. Maddie m'a regardé avec colère. Seule maman est restée un moment de plus. Elle a dit, « Cette famille ne va pas oublier ça. » Je lui ai dit, « Bien. Peut-être qu'alors ils se souviendront enfin de ce qu'ils ont fait. » Elle est partie. Ce n'était que le mois de juillet, et j'avais le sentiment que les choses ne faisaient que commencer, mais je n'avais pas peur, je n'avais plus rien à perdre et tout à gagner. Après cette rencontre au restaurant, les choses se sont calmées, pas d'un calme paisible, comme le silence avant la tempête. Je savais qu'ils prévoyaient quelque chose, ce n'était jamais fini avec eux après une seule confrontation. Ce n'était pas le genre de personne qui acceptait les conséquences, c'était le genre de personne qui voyait les limites comme des énigmes à résoudre. 2 semaines se sont écoulées, puis la vague suivante a frappé. Cela a commencé avec une lettre, une vraie lettre physique pliée en 2 et glissée dans ma boîte aux lettres, sans timbre, sans adresse de retour, juste mon nom et l'écriture de mon père. À l'intérieur, il y avait une seule page, un document imprimé intitulé « Avis d'obligation familiale ». J'ai réellement ri quand je l'ai vu. Il a essayé de lui donner un aspect officiel, a dit « Je devais à la famille 23 000 $ pour des années de soutien et de ressources non rémunérées fournies pendant votre éducation. » Il a énuméré les produits d'épicerie, les services publics de quand j'étais adolescent, même une ligne pour l'accès Wi-Fi de 2009 à 2016. Il n'y avait pas de signature au bas, juste 2 mots, « Répare ça ». Je l'ai jeté à la poubelle et j'ai bloqué son numéro de nouveau. Le lendemain, Megan a essayé d'entrer dans mon immeuble, a dit au portier qu'elle venait prendre des nouvelles de son frère, il a des problèmes de santé mentale. La sécurité a dû l'escorter dehors quand elle a refusé de partir. 2 jours plus tard, Maddie m'a tagué dans une story TikTok, une vidéo où elle faisait semblant de pleurer, tenant une porte de frigo vide ouverte, légendée, quand ton frère te coupe les ponts et que tes parents n'ont plus les moyens de se payer de l'épicerie. Je ne la suivais même pas, quelqu'un du travail me l'a envoyé. C'est là que ça m'a finalement frappé, il ne s'agissait plus d'argent, il s'agissait de contrôle. Ils avaient perdu la laisse, et maintenant ils se débattaient. Mais je suis resté calme.
J'ai appelé mon service des RH et j'ai tout signalé. J'ai expliqué la situation au cas où quelqu'un de ma famille essaierait de les contacter, parce que je ne penserais pas que papa est incapable de truquer un appel de référence ou quelque chose d'encore plus désordonné. Mon patron a été compréhensif, un peu stupéfait, mais soutenant. Ensuite, j'ai vérifié mon Venmo de nouveau. Megan avait demandé $2500 avec la note d'urgence. Maddie a demandé $800 avec juste un emoji triste. Je ne les ai pas rejetés, je n'ai pas répondu, je les ai juste laissés là, non lus. Puis quelque chose a changé. Ce dimanche-là, je n'ai pas envoyé le paiement mensuel pour les factures de la maison, première fois en 2 ans, rien pour l'électricité, rien pour le gaz, rien pour Internet. Je voulais voir ce qui se passerait s'ils le remarquaient. Ils l'ont fait. Lundi matin, les appels ont recommencé. L'électricité avait été coupée pendant la nuit. Ils avaient appelé la compagnie de service public, qui leur a dit que les paiements automatiques avaient été désactivés. Internet était déjà hors service. Dans l'après-midi, leur facture d'eau était également en retard. Maman a laissé un message vocal en larmes, me suppliant de juste payer ce mois-ci et nous pourrons parler. Papa a envoyé un SMS, ne fais pas ça à ta mère. Maddie a écrit, tu es littéralement en train de nous torturer. Mais je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai envoyé un dernier message à la conversation de groupe familial, celle-là même qu'ils avaient utilisée pour planifier leur escapade secrète en yacht. J'ai écrit, j'en ai fini d'être votre plan de secours. Megan et Maddie ont 19 ans maintenant, des adultes, laissez-les trouver des emplois, laissez-les vous aider. J'ai passé 6 ans à payer des factures pour lesquelles vous ne m'avez jamais remercié. Je ne le fais plus. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la clarté. Personne n'a répondu. Pour la première fois depuis longtemps, mon silence était plus fort que tout ce qu'ils pouvaient crier. Il leur a fallu 2 jours pour répondre au message que j'ai laissé dans la conversation de groupe, 2 longs jours vides, même pas une bulle de frappe. J'ai pensé qu'ils l'avaient peut-être finalement accepté, la coupure, le silence, la fin. Mais non, ils se regroupaient juste. Mercredi après-midi, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'ai écouté le message, m'attendant à plus de culpabilité ou de rage. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était mon oncle Jeff. Il ne m'avait pas parlé depuis des années. Il était le frère aîné de papa, celui qu'il n'invitait jamais aux événements familiaux, disait toujours qu'il était un ivrogne ou un flake. Mais son message était calme et direct. Hey Alex, c'est Jeff. J'ai entendu parler de tout. Tu ne me dois rien, mais si tu veux la vérité sur ton père et cet argent, rappelle-moi. Je l'ai appelé ce soir-là. Il m'a raconté des choses que je ne savais pas, des choses qui ont fait se tordre mon estomac, comme le fait que papa empruntait à d'autres membres de la famille depuis des années, utilisant parfois mon nom pour les rassurer que le remboursement allait arriver, ou comment il disait aux gens que je gérais toutes les finances maintenant et utilisait cela comme couverture pour collecter de l'argent auprès de cousins et même d'un ancien collègue de maman. L'oncle Jeff a également confirmé quelque chose que je soupçonnais mais que je n'avais jamais prouvé, le compte de voyage avait été accédé avec un appareil cloné, pas depuis le téléphone de papa, mais depuis une sauvegarde qu'il gardait à la maison, une que j'ai oublié même qu'elle existait. Il m'a dit qu'il a vu Megan l'utiliser quand il a visité il y a quelques mois. Cela a brisé quelque chose en moi. Je m'étais trompé sur la profondeur de la chose. Ce n'était pas juste un droit, c'était calculé, organisé. Il savait exactement ce qu'il faisait. Puis Jeff a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, j'ai pensé à prendre un avocat. Tu devrais peut-être y penser aussi. S'il commence à jouer avec ton nom ou ton crédit à nouveau, tu devras te protéger. Cela m'a frappé sur le coup, ce n'était plus juste un drame familial. C'était une fraude d'identité, un vol, et la seule raison pour laquelle il n'était pas en prison était que je n'avais pas encore porté plainte. Le lendemain matin, Megan s'est présentée à mon bureau. La sécurité m'a appelé avant de la laisser passer. J'ai regardé sur le flux de la caméra pendant qu'elle essayait de se frayer un chemin en bluffant, disant qu'elle avait une urgence émotionnelle et qu'elle avait besoin de me voir. J'ai dit à la sécurité de l'escorter dehors et de tout documenter. Le même jour, j'ai reçu une alerte sur mon rapport de crédit. Quelqu'un a essayé de demander une carte de crédit de grand magasin sous mon nom. Ils ont utilisé mon nom complet, ma date de naissance et une adresse précédente. Je l'ai signalé immédiatement. Ce soir-là, j'ai déposé un rapport de police officiel. Ce n'était pas encore une plainte pénale complète,
mais cela documentait tout. J'ai joint la lettre de papa, les captures d'écran des demandes Venmo et l'alerte de l'agence de crédit. J'ai listé chaque chose que l'oncle Jeff m'a dite, y compris les noms. Puis j'ai verrouillé mon crédit pour de bon. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre appel, cette fois de maman. Pas de messagerie vocale, juste un appel, puis un autre, puis un autre. J'ai finalement répondu. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle a dit qu'il savait que j'avais parlé à Jeff, que je n'avais aucune idée du type de dégâts que je faisais à cette famille. Puis elle a clairement dit, si je poussais les choses plus loin, il se battrait. Fais attention, Alex. Tu es toujours notre fils. C'était sa carte finale, la dernière qu'elle avait. Elle pensait que le mot office signifiait encore quelque chose, qu'il me lirait, mais ce n'était pas le cas. Ce qui est venu ensuite était encore plus inattendu. Cette nuit-là, Jeff a rappelé. Il a dit que papa est venu chez lui. Furieux, exigeant de savoir ce qu'il m'avait dit. Jeff a dit que c'était devenu tellement chaud que papa l'a poussé. Jeff a appelé la police, a déposé une ordonnance restrictive. Alors maintenant, papa avait un rapport de police lui aussi. La structure se fissurait, pièce par pièce, et il le savait. Je pouvais le voir dans leur silence après cela. Plus de messages, plus de fausses demandes Venmo, plus de messages publics. Ils se regroupaient de nouveau, mais cette fois j'avais le dessus, et je n'avais pas encore terminé. Il restait encore une chose à laquelle il ne s'attendait pas, la dernière étape. Le 1er août est venu et est passé sans paiement. C'était le vrai test. Ils connaissaient mon emploi du temps, je payais toujours leurs factures le 1er du mois comme un horloger. Ils comptaient dessus. Mais cette fois, rien. Pas d'électricité, pas de gaz, pas d'internet, pas d'assurance. J'avais même retiré ma carte du système de paiement automatique pour leur forfait téléphonique, quelque chose que je couvrais tranquillement depuis le premier iPhone de Megan au lycée. Je me suis réveillé avec 13 appels manqués. À midi, j'avais 32 messages textes sur toutes les applications qu'ils pouvaient encore me joindre. Le meilleur était de papa, tu as fait ton point, maintenant répare ça. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, maman a envoyé un message vidéo, elle se promenant dans le salon, les lumières éteintes, disant que papa criait, que les jumelles pleuraient, et qu'elle ne pouvait pas croire que je ferais ça après tout ce qu'ils m'ont donné. Tout ce qu'ils m'ont donné. Je me suis assis là dans mon appartement, les lumières allumées, la climatisation ronronnant, un café à la main, et j'ai pensé, ils ne comprennent toujours pas, même pas maintenant. Alors j'ai envoyé un dernier message, direct, pas pour argumenter, juste pour y mettre fin. Vous m'avez utilisé, vous m'avez menti, vous avez essayé de me ruiner quand je me suis défendu. Je paie vos factures depuis des années sans un merci, maintenant vous en attendez plus? Non. Laissez Megan et Maddie trouver des emplois, elles ont 19 ans, pas 9. Je ne suis plus votre banque. Ne me contactez plus. 5 minutes plus tard, Megan a appelé. J'ai laissé sonner. Puis Maddie a appelé, puis maman, tous ignorés. Puis papa. Cette fois, j'ai répondu. Il était calme au début, ne criant pas en colère, juste calme. C'est tout, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. C'est tout. Longue pause. Puis il a murmuré, tu fais une erreur. J'ai dit, non, j'ai fait l'erreur il y a 6 ans quand j'ai commencé à payer pour des gens qui me voyaient comme un portefeuille. J'ai raccroché. 3 jours se sont écoulés. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de message. Puis ma tante, celle qui restait toujours en dehors des affaires de famille, m'a envoyé un SMS, tes parents sont venus. Ils sont différents. Fatigués. Calme. Megan a postulé pour un emploi à l'animalerie, m'a dit aussi. Je pense qu'ils ont finalement compris. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la libération. Le poids que je portais n'était pas seulement financier, c'était la culpabilité, la pression, les années à croire que je n'avais de valeur que si je continuais à donner. Maintenant, pour la première fois de ma vie, je me sentais moi-même, et je ne reviendrai pas en arrière. 3 mois se sont écoulés, le genre de silence qui semblait contre nature. Plus d'appels, plus de SMS, plus de messages vocaux nocturnes de maman me blâmant pour l'état de leur vie. Megan et Maddie sont restées silencieuses aussi. Je savais qu'elles travaillaient. Un ami m'a envoyé une photo de Megan réapprovisionnant les étagères chez Walgreen avec ce regard distant et figé qu'elle avait l'habitude de se moquer chez les autres. Maddie,
j'ai entendu dire, en sachet des provisions dans une chaîne locale, son badge avec son nom de travers sur la photo. Je n'ai pas tendu la main, je ne me suis pas réjoui, j'ai juste continué à avancer. Puis, mardi dernier, j'ai reçu une lettre par la poste, pas une facture, pas une notification légale, juste une simple enveloppe blanche avec mon nom griffonné sur le devant, sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une seule photographie. C'était une que je n'avais pas vue depuis plus d'une décennie, moi, peut-être 11 ou 12 ans, assis sur une serviette de plage entre maman et papa. Je tenais une boîte de jus, plissant les yeux au soleil, portant l'une de ces visières en plastique bon marché que maman avait. Son bras était autour de moi. Papa souriait réellement. Je l'ai regardé pendant longtemps, pas parce qu'elle m'émouvait, mais parce que je ne pouvais pas comprendre ce qu'il pensait que cela ferait. Au dos, dans une écriture serrée et nette, souviens-toi de qui tu étais avant tout ça. C'était tout. J'ai retourné l'enveloppe et j'ai remarqué quelque chose d'étrange, une tache près du coin inférieur, comme si un crayon avait été effacé mais avait laissé une trace. Je l'ai incliné sous la lumière et j'ai vu ce qui ressemblait au début d'un numéro de téléphone, mais il manquait un chiffre. Délibéré ou une erreur? Peu importe, je n'allais pas appeler. Mais ce moment a changé quelque chose en moi, parce que cela a prouvé ce que je soupçonnais déjà, il n'avait pas lâché prise, pas vraiment. Le silence n'avait pas été une reddition, c'était une attente, une observation, une planification. Et peut-être, juste peut-être, ils allaient essayer une dernière fois.